Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour la dernière conférence du Festival des géopolitiques de l'édition 2021, exceptionnellement en ligne cette année. Cette conférence traitera de l'Europe, une puissance verte. Donc, c'est un partenariat entre le Centre d'excellence Jean Monnet, l'Association du Master de Relations internationales de Sciences Po Strasbourg, MIRA, et Sciences Po Forum, dont Simon Derieux-Billot et moi, Céline Berdous, sommes les représentants ce soir. Alors, avec nous ce soir pour traiter de ce sujet, l'Europe puissance verte, Sandra Régol. Bonsoir Sandra Régol. Bonsoir, ravi Alors, d'être avec vous. ravi aussi. Alors, Sandra Régol, vous avez travaillé à Sciences Po Strasbourg, donc on est très content de vous avoir avec nous. Vous êtes à présent secrétaire générale adjointe de Europe Écologie Les Verts. À vos côtés ce soir, Jean-François Julliard. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Alors vous êtes passé par Reporters sans frontières plusieurs années avant de prendre la direction de Greenpeace France il y a 9 ans maintenant, et c'est à ce titre que vous êtes avec nous ce soir. Alors, pour la conférence de ce soir, nous allons traiter, nous avons dit, de l'Europe puissance verte. Donc le défi écologique, c'est le défi de notre temps. Nous avons choisi de réunir ce soir 2 invités afin de nous pencher sur un projet remarquable, celui de l'Europe comme une puissance verte. L'Europe est le 3e producteur de gaz à effet de serre du monde, après la Chine et les États-Unis. Ursula von der Leyen, dans son discours d'ouverture de la COP25, a rappelé son objectif de faire de l'Europe, dit-elle, le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Oui, mais comment ? La Commission européenne a pour projet de s'engager pour l'environnement dans des domaines très divers, notamment avec son pacte vert. Son ambition est de, je cite, « rendre l'économie européenne durable en transformant les défis climatiques et environnementaux en opportunités dans tous les domaines d'action et en garantissant une transition juste et inclusive pour tous ». On y décrit donc des ambitions claires en faveur du développement durable. Mais, comme vous vous en doutez, beaucoup de questions, de doutes, de problématiques entourent ces questions. Donc, tout autant d'espoir et d'embûches. Nous allons chercher à y voir un peu plus clair ce soir. Le dérèglement climatique se manifeste en effet de plus en plus. Il arrive à nos oreilles amplifiées par les mises en garde des chercheurs, par les slogans des militants qui se font plus nombreux et ont plus de portée. Plus récemment encore, ce sont des grandes mairies qui se font les porte-voix des revendications écologistes en France évidemment, à Bordeaux, à Grenoble, à Strasbourg, et aussi à l'étranger, en Europe. On pense par exemple aux derniers résultats dans le Bade-Wurtemberg, où la liste des Verts a été reconduite avec plus de 32%. La question écologique, celle du développement durable, ne se veut plus celle d'une petite partie de l'échiquier politique, mais elle tend bien à en devenir la matrice en France et dans de nombreux pays d'Europe. Première question assez rapide, on va commencer par vous, peut-être Sandra Régol, et puis j'imagine que Jean-François Julliard rebondira. Pour donner quelques éléments de contexte, quels sont aujourd'hui les impacts les plus importants du changement climatique en Europe et en France, et quels sont les plus grands risques à court terme ? Alors, ils sont malheureusement déjà très réels et très nombreux. On peut voir notamment avec l'augmentation des grands événements type inondation se multiplier, leur intensité en tout cas s'intensifie plus que leur rythme qui ne s'intensifie. On a le cas aussi à l'échelle mondiale avec tout ce qui est phénomène type ouragan. On a également quelque chose de très dur qui commence, qui est l'érosion du littoral, notamment du fait de l'élévation des eaux. On a aussi des exemples pour changer un peu géographiquement de lieu en montagne, où la montagne s'écroule aujourd'hui littéralement, notamment dans les Alpes. On a malheureusement chaque année de nouveaux randonneurs, de nouveaux alpinistes qui en font directement les frais, et tout ça, c'est le produit de nos modes de développement, de nos modes de développement économique, de nos modes de production, qui ont des effets délétères sur la planète. Alors on peut passer aussi sur quelque chose qui est plus global, mais qui a une réalité en France, sur l'effet sur la biodiversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les espèces disparaissent en France. De mémoire, c'est 1/4 des oiseaux qui ont aujourd'hui disparu, et même à l'échelle européenne. Si je parle de 6e extinction de masse des espèces, qu'on soit d'accord, c'est pas une expression en l'air, c'est quelque chose de l'ordre de la disparition des dinosaures de la planète, par exemple. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, et c'est ça les effets du réchauffement climatique et du dérèglement climatique. Après, il y a d'autres effets
auxquels on pense un peu moins, qui sont par exemple des effets financiers, c'est-à-dire que ce qu'on ne fait pas pour empêcher que l'inéluctable advienne, eh bien, ça a un coût. L'OFCE, par exemple, a calculé que d'ici quelques années, ça se chiffrera à l'équivalent de 200% du PIB de l'Europe, le coût de ce dérèglement climatique. Et puis, il y a aussi des risques pour la santé humaine. Vous vous souvenez peut-être, alors vous êtes peut-être un peu jeune, mais vous en souvenez peut-être, en 2003, la canicule avait fait plus de 20 000 morts en France. Mais plus globalement, c'est une dizaine d'années caniculaires que l'on connaît, c'est-à-dire que le réchauffement est de plus en plus réel. Ça veut dire tout bêtement dans les campagnes aujourd'hui qu'en été, l'accès à l'eau est compliqué. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des combats dans certaines régions en France parce que des agriculteurs, pour maintenir le même modèle, ont besoin de capitaliser l'eau, de la privatiser et d'en priver donc les populations. C'est ça aujourd'hui, en France, chez nous, les réalités du réchauffement et du dérèglement climatique. Et si vous me permettez une petite incise avant de passer la parole à Jean-François Juliard, parce que j'ai pas fait tout ce qui existe, malheureusement, puisque les effets sont très grands, on peut même voir un effet non pas direct, mais indirect, c'est-à-dire que ce ne sont pas les effets du dérèglement climatique, mais les effets de ceux qui créent le dérèglement climatique dans la pandémie que l'on subit actuellement. Les zoonoses dont est issu le coronavirus, mais dont sont issus les coronavirus en général, puisque c'est la troisième épidémie de coronavirus qui touche la planète. Il y a eu le SARS, le MERS déjà avant, c'est la première pandémie. Eh bien, ce type de maladies sont produites par nos modes de production et sont accélérées aussi par ce que ça crée sur la planète, à savoir le dérèglement climatique. Aujourd'hui, c'est ça la réalité, c'est que ça nous touche directement d'un point de vue financier, d'un point de vue santé, et ça touche directement, évidemment, la nature. Mais je laisse Jean-François compléter là-dessus parce que les effets sont bien plus larges et je pourrais tenir des heures uniquement sur les effets actuels. Et je suis désolée de ne pas commencer sur une note heureuse, hein, mais après, on viendra sur comment est-ce qu'on peut empêcher que tout ça advienne et se réalise. Ouais, pour compléter, Sandra a décrit les effets les plus importants. On a sollicité les Françaises et les Français, nous, dans le cadre de l'affaire du siècle, vous savez, ce recours juridique qu'on a intenté contre l'État avec trois autres organisations, la Fondation Nicolas Hulot, Oxfam et Notre Affaire à tous. Et on a fait appel aux Françaises et aux Français pour devenir ce qu'on appelait des témoins du climat. Et en gros, on les a interrogés les uns et les autres sur quelles sont pour elles et pour eux les conséquences les plus visibles du changement climatique. Et à ce jour, on a récupéré plus de 27 000 témoignages qui viennent d'un peu partout en France. Donc ça montre d'une part que ces impacts ils sont pas localisés malheureusement dans une région particulière. C'est vrai qu'on parle souvent de la fonte des glaciers comme l'un des symboles les plus visibles, les plus illustratifs du changement climatique. C'en est un, mais les changements l'impact du dérèglement climatique, il ne se limite pas aux Alpes, malheureusement, j'ai envie de dire. Et on a vu des témoignages arriver donc d'un peu partout et sur différentes problématiques. Et les plus flagrantes sont tout ce qui touche bien sûr, aux conséquences pour les sols, pour la terre. Donc beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de vignerons qui témoignent des difficultés qu'ils ont de plus en plus à produire leurs récoltes. Des vignerons qui ont des récoltes complètement brûlées, des vignes brûlées dans le sud et le sud-est notamment, il y en a de plus en plus, des lavandiculteurs qui n'arrivent plus à faire pousser de la lavande, tout un tas d'autres récoltes qui sont plus fragiles que d'autres. Toutes les plantes et toutes les productions ne sont pas sensibles de la même manière à l'augmentation des températures, à la sécheresse. Mais enfin, on voit bien qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et puis tout ce qui touche effectivement au plein air, donc que ce soit au tourisme de plein air, aux activités de plein air, sont largement impactées dès aujourd'hui, que ce soit à la montagne, que ce soit sur le littoral avec un trait de côte qui s'amenuise de plus en plus. Effectivement, moi je viens de Bordeaux et à Bordeaux il y a un trait de côte qui est en train de s'éroder de manière extrêmement dangereuse avec des bâtiments, des hôtels ou des maisons de particuliers autour de Lacanau, un peu au nord de Bordeaux, qui sont en train de s'effondrer peu à
à peu et qui deviennent inhabitables parce que deviennent de plus en plus proches de l'océan, tout simplement. Et puis un autre élément qui est de plus en plus qui est apparu de manière plus flagrante aussi dans ces témoignages, c'est des fissures dans les maisons qui sont liées au fait que des sols argileux dans certaines régions, c'est notamment le cas dans le nord de la France, mais c'est aussi le cas en Île-de-France, ces sols sont extrêmement sensibles et réceptifs aux changements de température. Et du coup, dès lors qu'il y a plus de sécheresse, plus de fortes températures, et à l'inverse, plus de précipitations l'hiver, parce que le dérèglement climatique, c'est pas que un réchauffement de température, c'est aussi plus de précipitations, plus d'eau à certains moments. Et bien du coup, ça fait bouger ces sols et ça entraîne des fissures dans les maisons. Et il y a comme ça pas mal de particuliers qui sont en train d'essayer de se tourner vers leurs assurances pour que les conséquences du dérèglement climatique soient aussi prises en compte par les assureurs comme catastrophe naturelle. Et c'est tout ça qui est en train de se passer en fait. Donc le changement climatique, même si la France n'est pas le pays le plus impacté du monde, hein, on a tous en tête les typhons dans le sud-est asiatique, aux Philippines ou dans d'autres pays où bien sûr que les catastrophes, les conséquences sont bien plus dramatiques parce que là on parle de décès, de victimes humaines par centaines ou par milliers parfois. Mais malgré tout, la France est un pays déjà impacté et c'est quelque chose qui aujourd'hui doit être mieux su et mieux connu. Voilà. Et pour illustrer ce que disait Jean-François sur la vigne notamment, ça veut dire qu'au rythme où s'élèvent les températures, bientôt, pour vous le dire grossièrement, le vin de Bordeaux, il sera fait dans le sud de l'Angleterre. Parce qu'en fait, les conditions climatiques, ça parle souvent en français quand on prend cet exemple de leur Bordeaux qui va être fait par les Anglais, parce qu'en fait, les conditions climatiques qui sont celles qu'on a aujourd'hui dans le sud de la France n'existeront plus. Il fera beaucoup trop chaud pour pouvoir faire ce qu'on appelle aujourd'hui les vins de Bordeaux, parce que ces cépages correspondent aussi à une température, à un taux d'humidité, à tout ça. Eh bien, ce sera le sud de l'Angleterre qui bientôt aura les conditions météorologiques, j'ai envie de dire, en tout cas les conditions qui sont celles du sud-ouest de la France, pour le dire très rapidement. Et je trouve que cet exemple illustre bien les choses. Et deuxième chose, tu mettais le doigt sur quelque chose qui est essentiel, qui est le risque assurantiel. Aujourd'hui, les grands responsables d'assurance, à commencer par le patron d'AXA, expliquent très simplement, nous ne sommes plus en mesure d'assurer le réchauffement climatique, les risques liés au réchauffement climatique. Et demain, encore moins. Donc, si les choses continuent comme elles sont, en fait, même les assurances ne seront plus en mesure de pouvoir vous aider quand il y a une inondation, quand il y a un feu, et malheureusement, on l'a vu ces dernières saisons, ils se multiplient même chez nous. Nous vous remercions pour ces illustrations très précises pour répondre à cette question. C'est vrai, c'était vraiment très clair. Madame Rigol, vous veniez de dire quelque chose, vous parliez justement du rapprochement entre la question sanitaire et la question écologique. J'aimerais justement qu'on y revienne, notamment dans une période très compliquée, sanitairement parlant. Donc la crise du Covid, on la traverse depuis maintenant plus d'1 an. Elle a été très intense politiquement et en fait elle nous a un petit peu tous fait réaliser que finalement le champ des possibles en termes de décisions ou de restrictions politiques est bien plus large que ce qu'on pensait. Quelles sont finalement justement les leçons qu'on pourrait tirer de la crise du Covid, qu'on pourrait appliquer à la question écologique ? C'est en plein c'est très en lien avec ce que je vais vous dire sur les assurances. En fait, la France a été condamnée, mise à l'amende plusieurs fois pour son inaction climatique. Et l'inaction climatique, elle peut engendrer toutes les choses qu'on vient de dire, mais à chaque fois, elle a un coût. Elle a un coût que la société doit supporter, que nos impôts doivent supporter. Et dans cette crise particulière, on a vu ça sur notamment l'hôpital. C'est-à-dire que pendant des années, le Premier ministre lui-même, Jean Castex, est un des premiers au début des années 2000 à avoir initié toutes les procédures de rationalisation des hôpitaux. Vous savez, où on vous dit on va investir moins parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Donc si on met moins de moyens, ça ira mieux. Et le moins de moyens d'hier, c'est-à-dire ceux qu'on nous a vendus comme étant une économie, est aujourd'hui en fait une dépense somptuaire. Parce que ce qu'on doit dépenser, parce que nous n'avons pas le nombre de lits de réanimation adaptés à la situation, mais adaptés à la France, tout simplement, eh bien, on le paye au centuple. Eh bien, c'est très lié aux questions climatiques, parce qu'on est exactement dans le même cas de figure. C'est-à-dire que ce qu'on refuse d'investir, c'est ce qui va nous coûter beaucoup plus cher
plus tard. C'est pour ça que je vous parlais de ce chiffrage de l'OFCE qui permet de concevoir combien ce qu'on n'investit pas aujourd'hui pour se protéger nous coûtera beaucoup plus cher demain en monnaie sonnante et trébuchante, mais également en nombre de vies mises en danger, en nombre d'emplois mis en danger et en espèces vivantes ou végétales qui disparaîtront et qu'on ne pourra plus retrouver. Et donc tout ça, oui, cette crise nous a permis de l'entrevoir. Mais j'ai pas envie de voir que les aspects négatifs, j'ai envie de voir aussi des aspects positifs dans ce qu'elle nous a fait découvrir. Et ce qu'elle nous a fait découvrir, ce qui transparaît aujourd'hui dans les études sur ce que les Françaises et les Français ont compris dans cette période où on découvert, c'est qu'en fait, pendant longtemps, l'idée que la transition écologique était nécessaire était plus ou moins rentrée plus ou moins dans la société, mais tout le monde se disait ça va prendre très 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 longtemps de commencer à voir les effets, de commencer à avoir un air qui est plus agréable à respirer, d'avoir des animaux qui reviennent, etc. Or, le premier confinement, en quelques mois à peine, n'a pas permis de restaurer la biodiversité ni de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, mais elle a permis de voir que la nature reprenait ses droits très vite. Et le simple fait de voir, je sais pas, des écureuils et des renards au Père-Lachaise à Paris, des dauphins sur les côtes italiennes, des requins, pas les méchants qui vont manger les gens, enfin c'est pas méchant, pas ceux qui confondent les êtres humains avec des tortues pour leur déjeuner, mais ceux qui font leur vie sans attaquer les grosses espèces que nous sommes, nous autres êtres humains, revenir sur les côtes niçoises. Bien, tout ça, ça s'est fait en très très peu de temps. Et là, d'un coup, on s'aperçoit que le discours des écologistes, qu'ils soient associatifs ou politiques, qui dit on a besoin de le faire, ça va marcher. On a enfin, si on a la volonté politique, alors on aura une traduction dans les faits, mais elle est apparue de façon visible. On a entendu, j'entendais la fin du débat précédent où les intervenantes disaient on a entendu à nouveau les oiseaux chanter dans les villes. Ça semble rien, ça semble un petit truc poétique, mais c'est à ça, par exemple, qu'on voit que les forêts européennes et les forêts françaises en particulier sont en train de mourir. C'est que comme les les biotopes locaux ne sont plus aussi vivaces, eh bien les oiseaux n'ayant plus rien à y chercher, puisque tous les arbres sont pareils, puisqu'ils servent à faire du bois pour la vente, eh bien on n'entend plus les oiseaux chanter quand on se balade en forêt. Donc si je peux terminer sur une note positive, c'est celle-ci, c'est ce que cette crise peut-être nous a permis de commencer à entrevoir que collectivement, quand on agissait, il y avait des effets. Je vous rassure tout de suite, hein, je ne veux pas confiner la planète entière par contre. Monsieur Julliard, vous voulez répondre ? Oui, pour rester sur du positif aussi, pour moi, ce que cette crise a amené aussi, c'est une sorte de renforcement en fait de l'acceptation sociale d'un certain nombre de mesures qui sont portées par les assos environnementales depuis très longtemps. Et on a pu le mesurer, c'est-à-dire même si c'est des mesures qui ont pas forcément de lien direct avec la crise sanitaire, le fait d'avoir cette crise-là, l'ensemble de ses conséquences et tout ça a bousculé un certain nombre de schémas de pensée qui font que des mesures qui paraissaient extrêmement radicales, parfois trop radicales pour certaines Françaises ou certains Français, sont devenues totalement acceptables, voire même nécessaires. Et quelques exemples qu'on a pu mesurer dans des sondages ou des études d'audience qui ont été faites récemment, j'allais dire à la sortie de cette crise, non, parce qu'on n'en est pas sorti, mais en tout cas après les premiers confinements et tout ça. Par exemple, le fait de devoir soumettre les entreprises, les grandes entreprises, à une obligation de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre pour que les entreprises n'échappent pas, comme c'est le cas jusqu'à présent, aux efforts collectifs qui sont nécessaires si on veut respecter l'accord de Paris et limiter le réchauffement climatique. C'est une mesure qui est largement approuvée par les Françaises et les Français. La suppression de lignes aériennes qui est en plein débat en ce moment avec le projet de loi climat et résilience en plein débat parlementaire aujourd'hui en France. La suppression des lignes aériennes, c'est aussi une mesure qui est, quand il y a des alternatives en train, bien sûr, c'est aussi une mesure qui est largement soutenue par les Françaises et les Français, et c'était pas forcément le cas avant cette crise-là. Le moins de viande dans la restauration collective, dans les cantines scolaires et tout, on voit bien que et on l'a vu là avec ce débat, Ça dépend de qui, hein. ce débat autour de ce qui a été fait par la mairie de Lyon, a montré que les lignes
lignes sont en train de bouger et que sur des sujets comme ça, là aussi, les schémas de pensée, les mentalités dominantes, comme on les appelle, sont en train d'évoluer. Et c'est vrai que cette crise-là nous a toutes et tous obligés à réfléchir un peu à nos modes de vie, à ce qu'on a envie, ce dont on a envie dans la vie, ce dont on a envie pour nos sociétés. Et forcément, ça nous a amené à évoluer, et plutôt positivement, je trouve, en tout cas pour une bonne partie des gens, vers des choses qui sont plus engageantes en termes de transformation sociétale. Mais on a besoin de choses très engageantes, parce que sinon on va continuer à faire des petits pas à droite et à gauche, mais on va pas s'en sortir, quoi. Et puis on a réappris, pour aller dans ce sens-là, à prendre soin. Prendre Oui. soin des autres, prendre Mmh. soin de soi, prendre C'est soin de vrai. sa famille. C'est des choses que nos modes de vie avaient un peu occultées. Et sur le premier confinement, la solidarité a joué à plein. Elle joue encore beaucoup à bas bruit, loin des caméras, mais chaque jour, il y a des bénévoles qui distribuent des tonnes, littéralement, hein, c'est pas une expression, de nourriture aux gens qui, du fait de cette crise économique, pandémique, n'y ont plus accès. Et tout ça, toute cette idée de prendre soin par la santé, par l'attention aux autres, c'est aussi ce qui définit la notion d'écologie, c'est cette maison commune dans laquelle on fait attention à court, à moyen et à long terme à chacune de nos actions. Alors justement, très rapidement pour vous répondre, Monsieur Jullard, vous disiez que vous étiez étonné de justement l'acceptation de mesures qui sont pourtant très restrictives. Oui, mais là on le fait dans le cadre de la santé. Pourquoi est-ce qu'on le ferait dans le cadre de l'écologie? On pense aussi à l'après. Tout le monde pense à l'après, après confinement, après Covid, une fois qu'on aura tous les vaccins. Pourquoi est-ce que l'après serait pas comme l'avant? Pourquoi est-ce que l'après serait écologiste? Alors, si j'avais l'assurance que l'après sera écologiste, je serais rassuré et très optimiste. C'est plus compliqué que ça. Ce qui est sûr, c'est que il y a des choses. Il y a beaucoup de Françaises et de Français qui font le lien entre la crise sanitaire et les crises environnementales. Il y en a de plus en plus, et c'est ça aussi une bonne nouvelle, qui comprennent que tous ces sujets-là sont très très liés. C'est-à-dire on ne pourra pas régler. Alors peut-être qu'on réglera celle-ci, mais on ne pourra pas échapper à d'autres crises sanitaires si on ne s'attaque pas aux problèmes liés aux crises environnementales, que ce soit la crise climatique, la perte de biodiversité, la disparition de nos écosystèmes, l'appauvrissement des sols. Enfin, il y a tout un tas d'éléments qui sont là pour protéger la vie sur Terre, simplement, parce que finalement, on parle de ça, d'écosystèmes qui sont là pour rendre des services et permettre la vie sur Terre. Et ces écosystèmes sont largement menacés aujourd'hui. C'est ce qui a amené notamment à cette pandémie. Et aujourd'hui, les liens sont faits de plus en plus. Donc tout ce qui peut être fait pour renforcer notre santé doit s'accompagner de mesures qui doivent renforcer aussi la protection de notre environnement. Un autre sujet qui fait facilement le lien entre les questions santé et environnement, c'est toutes les questions autour de la pollution de l'air. La pollution de l'air, c'est un peu différent du sujet climat, mais malgré tout, les causes sont souvent les mêmes, c'est-à-dire c'est des émissions de particules qui viennent notamment des voitures et du transport routier, pas que, mais enfin c'est quand même beaucoup ça. Et ces émissions-là, elles sont à la fois responsables de l'aggravation de la crise climatique, elles sont responsables de l'aggravation de la pollution de l'air, et pour le coup, la pollution de l'air, c'est des morts prématurées, toujours plus nombreux en France et en Europe. Donc les liens sont faits, ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit prendre des mesures qui soient positives pour protéger notre santé, pour protéger notre environnement, pour réduire les inégalités sociales. Il y a tout un tas de liens qui sont à faire et qui sont en train de se faire entre ces différentes causes. Maintenant, c'est pas pour ça que l'après sera écologiste. On est nombreuses et nombreux à pousser pour que ce soit le cas. La difficulté, c'est qu'il faut qu'on arrive à convaincre nos gouvernements de le faire. Et pour ce qui concerne la France, en tout cas, c'est pas ce qu'on est en train de constater aujourd'hui, c'est pas ce qu'on est en train d'observer. Je le mentionnais tout à l'heure, il y a le projet de loi climat et résilience qui est en train d'être examiné par le Parlement. On a vu aujourd'hui la fin des travaux en commission spéciale avant que ça passe en séance plénière. Pour l'instant, on est loin du compte. C'est-à-dire que c'est pas grâce à cette loi, malheureusement, que la France va retomber sur ses pattes et rattraper le retard pris dans l'action climatique.
Merci. Et d'ailleurs, on y reviendra après. Alors vraiment, pour essayer de passer à un autre sujet, je vous demande une réponse en quelques mots. Alors vous en parliez justement, Madame Régol, des confinements. Lors des confinements, nous-mêmes, je pense que chacun d'entre nous s'est rendu compte de beaucoup de choses. Il y a une remise en question. Mais quand on aura passé cette crise, quand il y aura plus de confinement, et j'espère qu'il n'y en aura plus un jour, est-ce que vraiment très rapidement, est-ce que vous personnellement, vous y croyez à l'Europe d'après? Est-ce que vous croyez à une Europe qui apprend de ses erreurs? Je ne ferais pas de politique si je ne croyais pas qu'on avait un moyen de faire en sorte qu'un outil serve à ce pourquoi il a été créé. L'Europe, elle a été créée pour protéger des crises, pour faire en sorte que ces pays qui s'étaient détruits mutuellement ne le fassent plus et aient un espace de vie commun. Aujourd'hui, l'urgence, pour faire le lien avec ce que disait Jean-François Juliard à l'instant, elle est climatique. Vous disiez, on est dans un état d'urgence sanitaire, c'est pas la même chose. Si, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'urgence climatique. Et tous les signaux sont au rouge. Et ça fait 30 ans, 40 ans que les signaux sont au rouge. Donc là, c'est un peu comme les, les alertes que nous fait le gouvernement sur l'épidémie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de qualificatif, tellement on a passé de rouge foncé pour le qualifier. Donc oui, je crois qu'on a les outils politiques pour changer les choses. Le souci, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour changer les choses. Parce que oui, effectivement, le risque, et d'ailleurs le plan de relance du gouvernement est de cet ordre-là, c'est de continuer exactement comme avant. Comme si les mêmes causes n'allaient pas avoir encore et encore les mêmes effets. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des coronavirus, c'est pas la première fois qu'il y en a qui tuent des dizaines de milliers de personnes et même des millions de personnes. C'est la 3e épidémie de ce type. On sait comment ces virus se développent. On sait que c'est dû à nos modes de production et pourtant rien n'est fait. Donc ce sera quoi après la pandémie si on n'agit pas? C'est ça la véritable question. Et c'est pour ça qu'on est en état d'urgence. J'ai pas fait hyper court, mais j'ai essayé. Monsieur Julliard, on croit en vous pour une réponse en quelques phrases. Alors, moi aussi, je suis un éternel optimiste, donc j'ai envie de rester positif. Ensuite, sur l'Europe de demain, moi, je demande à voir quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça fait tellement longtemps qu'on attend de vrais changements du côté des gouvernements européens, mais aussi d'autres et tout ça. On a été très souvent déçus, on a été très souvent trompés, et donc maintenant, on demande des preuves, en fait. C'est-à-dire qu'on demande, on a appris avec l'expérience à juger tout ça sur les actes concrets. Donc on attend que l'Europe prenne des actes concrets pour nous montrer qu'elle est prête à se transformer réellement. Merci beaucoup. Alors, on parlait d'Europe. L'Europe, c'est récemment le Green Deal. Céline en parlait lors de sa présentation. C'était le projet phare de la candidature d'Ursula von der Leyen en 2019. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous en pensez de ce Green Deal? Donc, tout en rappelant qu'Europe Écologie Les Verts le jugeait insuffisant et que Greenpeace le qualifiait comme un pacte qui ne sauvera pas le climat. Peut-être qu'il y a quand même des divergences de point de vue entre justement l'Europe Écologie Les Verts de Sandra Régol et le Greenpeace de Jean-François Julliard, pardon. Oui, on va toujours trouver quelques petites différences, mais elles seront pas majeures. Mais bon, sinon, il serait déjà adhérent, Jean-François Julliard. C'est fort dommage qu'il ne le soit pas, si vous me demandez mon avis. Mais bon, à l'heure actuelle, il ne l'est pas. Non, je plaisante. Hein. On respecte tout à fait l'indépendance des associations. Peut-être à la fin de l'émission, peut-être. Je vais essayer. Du coup, j'ai fait des mauvaises blagues et j'ai oublié votre question qui était comment est-ce que on redirige l'Europe vers des bons rails? Comment est-ce que vous envisagez ce Green Deal et pourquoi, d'une certaine manière, il est insuffisant? Alors, ça dépend comment on se place. Si on se place du point de vue de la France, le Green Deal, il est moins insuffisant que ce qui est proposé en France, par exemple. Peut-être qu'on sera en désaccord dessus, mais il me semble que tout ce qui se passe à l'heure actuelle est plutôt dans ce sens-là. Je pense notamment aux objectifs qui ont été fixés à l'échelle européenne de 60% de réduction des émissions qui sont supérieurs à ce qu'on a en France, parce qu'en France, on a plutôt tendance à voter
le fait de changer le thermomètre, vous savez, de mettre le thermomètre un peu plus haut, comme ça, on peut toujours dire qu'on est dans les clous des objectifs qu'on s'était fixés. Alors oui, l'Europe, elle va pas assez loin. Elle a mis en place quelques outils qui sont contraints par certains États qui ne veulent pas participer et ça pose une question démocratique. Il y a une deuxième question démocratique qui se pose et qui est la conséquence aussi de ce manque de concrétisation de l'Europe et de ce manque d'ambition de l'Europe, qui est que on a deux Europes. On a l'Europe démocratique, l'Europe parlementaire, et celle-là, elle propose des progrès sur les néonicotinoïdes. Elle proposait de ne pas leur permettre de revenir. Elle propose souvent des choses qui vont plus loin. Alors, bon, je vais prêcher pour ma paroisse, hein, mais c'est souvent sous l'impulsion des députés écologistes de tous les pays. Et il y a une deuxième Europe qui, elle, prend le pas sur l'Europe démocratique, sur l'Europe des citoyens, sur l'Europe parlementaire. C'est l'Europe des États. Et cette Europe-là, qui devrait être beaucoup moins importante, elle décide à la place. Et elle décide toujours au moins de 10 ans. Et c'est là qu'est notre problème. C'est que quand la représentation parlementaire, c'est-à-dire la voix des peuples d'Europe, s'exprime dans un sens, et bien souvent, de l'autre côté, cette Europe des États va à rebours. Et c'est comme ça, c'est beaucoup là-dedans, que les petits gains que l'on a du côté du Parlement européen sont mis à néant de l'autre côté. Et ça, c'est un combat à la fois économique, écologique, démocratique et social qu'on doit mener. Mais vous ne méprenez pas, c'est pas l'outil Europe qui est en question. C'est la façon, c'est la politique qui est menée au sein de cet outil qui est en question. Et c'est cette politique-là qu'on doit urgemment changer parce que l'Europe a les leviers pour agir, pour transformer durablement nos modes de production et nos modes de vie et faire en sorte qu'elle soit le leader mondial de la transition écologique pour emporter les autres pays avec elle. Parce que c'est créateur d'emplois, parce que c'est créateur de dynamique, parce que c'est créateur de mieux vivre. Et tout ça, ça fait qu'on a tout à y gagner. Monsieur Julliard, peut-être. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, sur le Green Deal, on avait dit que c'était un pacte qui ne sauverait pas le climat. Alors, il faut se replacer dans le contexte aussi de l'époque. C'était avant la crise sanitaire, parce que le Green Deal avait été annoncé juste avant, je crois, ça devait être en novembre ou en décembre 2019, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on trouvait que ça manquait un peu de chair, ça manquait un peu de corps, ça manquait un peu d'ambition. Alors, malgré les grandes déclarations et je dirais le grand mérite du Green Deal, c'est d'avoir replacé un peu cette question écologique au cœur du débat européen. Donc ça, c'est toujours une bonne chose parce que ça remet ça très haut dans l'agenda politique européen, notamment d'États membres de l'Union européenne qui n'avaient pas spécialement envie de s'attaquer à ce sujet-là et pas spécialement envie d'en faire une priorité. Donc il y a eu au moins ce mérite-là de mettre ce sujet au cœur des discussions. Mais c'est vrai que sur l'ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour l'Europe, on n'était pas à la hauteur. Et c'est dommage parce qu'en fait, l'Europe, pendant des années, a joué un peu un rôle de leader dans la diplomatie internationale sur les enjeux climatiques. Et l'Europe, contrairement à d'autres régions, n'a pas vraiment d'excuses pour ne pas faire mieux. C'est-à-dire que l'Europe, c'est une région aujourd'hui qui est protégée des conflits armés. C'est une région où majoritairement les pays ont quand même l'argent pour investir dans tout un tas de mesures. Donc on n'a pas de raison de ne pas vouloir faire mieux. On n'a pas de raison de ne pas faire de l'Europe une région parfaitement exemplaire. Alors souvent, on nous rétorque que l'Europe, c'est mieux que d'autres. C'est vrai que si on compare l'Europe avec d'autres régions sur tout un tas de sujets environnementaux, oui, l'Europe fait déjà mieux que beaucoup d'autres régions. Mais encore une fois, si on veut que l'Europe tire l'ensemble du monde vers le haut, on devrait attendre mieux que ça. Et ce qui est compliqué et ce qui manque aussi dans le Green Deal, c'est qu'on a le sentiment que l'Europe ne s'attaque pas à tout un tas de sujets qui pourtant sont au cœur du règlement de la crise climatique, notamment le modèle économique avec lequel on pratique les échanges commerciaux. L'Europe, c'est aussi tout un tas de traités de libre-échange signés avec beaucoup de pays sur la planète qui font beaucoup de mal au climat. Et ça fait partie du cœur du sujet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'Europe, dans le Green Deal ou dans d'autres politiques européennes, ne s'attaque pas aussi à la manière avec laquelle on produit les biens, on les consomme, on les transporte d'une région à une autre et tout ça, et s'il n'y a pas un peu de régulation qui est faite autour de ce modèle économique, on aura beau prendre des mesures à droite et à gauche, on va avoir du mal à replacer l'Europe là aussi sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris. Donc voilà, c'est vrai que
c'est insuffisant. Maintenant, il est toujours possible de rehausser cette ambition. On attend aussi des États membres de l'Union européenne et de l'Union européenne elle-même qu'elle arrive à la COP 26. Donc la COP, c'est Grande Conférence mondiale sur le climat qui a lieu à Glasgow, enfin qui devrait avoir lieu, j'espère qu'elle ne sera pas annulée, à Glasgow en novembre cette année. L'objectif, c'est que les États européens arrivent avec des engagements bien plus forts que ceux qu'ils ont jusque-là. Parce que les Nations Unies ont fait une compilation de l'ensemble des engagements climat de la planète et les Nations Unies ont indiqué que ces engagements, s'ils n'étaient pas rehaussés dans leur ambition, ne nous plaçaient pas sur une trajectoire compatible avec l'accord de Paris et qu'on partait plutôt sur un réchauffement de 3 degrés, alors que l'accord de Paris, je le rappelle, c'est 1,5 degré, ou en tout cas moins que 2 degrés. Donc voilà, donc il y a beaucoup à faire pour l'Union européenne, il y a beaucoup à faire pour les États membres de l'Union européenne surtout. Et Et juste pour clarifier, parce qu'on a parlé de ces réductions de gaz à effet de serre, il a été voté au niveau européen une réduction de 60%, qui a été rabaissée par la Commission à 55%, si je ne dis pas de bêtises. Et l'objectif nécessaire, hein, si on veut vraiment arriver à lutter contre le réchauffement climatique, il est de 65%. À Donc l'horizon on est 2030. très loin. Pardon? À l'horizon 2030. À l'horizon 2030, pardon. Donc, ces objectifs, c'est bien parce qu'ils existent, mais ils sont très, très, très loin d'être suffisants. Mais là encore, c'est un jeu politique qui fait ça. C'est parce que certains pays ont activé tous les leviers possibles que ce qui avait été gagné au niveau du Parlement européen est perdu derrière. Et c'est ça qui est problématique. C'est qu'il y a quand même des gains. 60%, c'était pas assez, mais c'était déjà plus que ce que la France promet. Mais alors, pour rebondir à ce que vous disiez tous les deux, est-ce que il faudrait alors jouer le jeu qu'on perd, le jeu européen, et est-ce que plutôt de l'autre côté, est-ce que les initiatives nationales ne seraient pas plus pertinentes? Et j'anticipe peut-être votre réponse en disant qu'il faille peut-être à un moment donné combiner les deux, mais qu'est-ce qui est le plus pertinent à ce niveau-là? Sandra rigole Qui peut-être. commence? Ouais, les deux sont déjà combinés à l'heure actuelle, hein. Il y a l'impulsion des États et puis il y a l'impulsion européenne. Mais le problème, c'est qu'au niveau des États comme au niveau de l'Europe, il y a des freins réels. Donc si vous me demandez la solution, moi, elle est simple, hein. Tout le monde vote pour les partis verts européens et normalement, on met en place les solutions qui vont bien. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres partis qui font la même chose, mais en fait, si on renverse la prédominance politique actuelle, ça change les choses. On le voit en France, on le voit au niveau européen, on le voit dans les pays qui sont les moins participatifs, hein. On pense à la Pologne, on pense à la Hongrie, on pense à tous ces pays qui, vous le noterez, d'un point de vue démocratique, ne sont pas non plus les premiers de la classe à l'échelle européenne, qui ne sont pas non plus les premiers de la classe sur les droits humains, qui ne sont pas non plus les premiers de la classe sur la qualité d'ouverture, on va dire, de ces pays. Donc il y a quelque chose de très similaire qu'on retrouve aussi dans les politiques européennes, qui est que les plus grands leviers vont venir de la droite et de l'extrême droite systématiquement, que les seuls partis climato-sceptiques, les seuls représentants politiques climato-sceptiques qu'il y a encore aujourd'hui dans les institutions européennes sont les partis d'extrême droite. Je crois que sur 21 climato-sceptiques, il doit y en avoir 19 qui sont sur les listes des partis proches du Rassemblement national. Donc c'est pas une blague quand je vous dis que le vote peut changer les choses. C'est que ce choix, il est très politique. Il est très politique de choisir de continuer comme avant. Il est très politique de dire ça ne marche pas, il faut envisager d'autres solutions. Après, on peut se mettre d'accord sur les autres solutions. Il y en a plein. Il y en a plein à envisager. On est quelques-uns à se poser des questions. Les députés écolos, mais ce ne sont pas les seuls, mais ils sont quand même un peu au lead dessus, proposent des choses. Il y a eu la reconnaissance du crime d'écocide, qui a été notamment beaucoup portée par Marie Toussaint, qui est députée européenne. Il y a tout ce que fait Yannick Jadot autour des traités de libre-échange, le Mercosur notamment. Il y a tout le travail que font, je sais pas, des députés comme Benoît Biteau contre cette PAC complètement indécente qui est en train de passer, etc. En fait, il y a des gens qui se positionnent. Donc, s'il y avait beaucoup plus de gens
gens comme eux au Parlement européen, et j'accepte même qu'ils ne soient pas encartés chez des Verts, eh bien, en fait, les choses changeraient. Tout ça est très politique. Les choix de société sont décidés par des politiques. En changeant les politiques, on change les choix de société. Mais ça se fait quand même difficilement sans une pression de la société et la pression notamment de l'affaire du siècle, le procès de l'affaire du siècle, la pétition de l'affaire du siècle et toutes les mobilisations citoyennes. Cet après-midi encore, les lycéens qui étaient en grève pour le climat, normalement le 28, pour l'arrivée de la loi en séance plénière à l'Assemblée, on devait être très très nombreux et nombreuses dans la rue pour demander une véritable loi climat. Tout ça, toutes ces actions, quand la société se mobilise, eh bien ça a des effets. Monsieur Julliard, peut-être. Oui, sur votre question où il faut agir, moi je pense qu'il faut agir partout. Aujourd'hui, face à l'urgence environnementale, on n'a plus le luxe de se dire qu'on va se consacrer à l'échelon européen ou l'échelon national ou même l'échelon local. C'est-à-dire qu'il faut agir partout et en plus toutes ces échelles-là sont liées. C'est-à-dire que, prendre un exemple très concret, si aujourd'hui il y a autant de villes en France qui travaillent et qui réfléchissent à la mise en œuvre de zones à faible émission, ce qu'on appelle les ZFE, c'est-à-dire ces zones en ville qui permettent de diminuer la place accordée à la voiture, de renforcer la place à l'inverse accordée au mode de transport doux, marche et vélo, de limiter la vitesse dans les centres-villes, d'avoir des rues piétonnes autour des établissements scolaires, des choses comme ça qui nous font du bien parce que c'est plus agréable de circuler dans ces quartiers-là, dans ces endroits-là, et puis surtout ça fait du bien à la qualité de l'air. S'il y a autant de villes qui mettent ça en place, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu l'Union européenne qui a tapé des doigts sur la France, qui était très en retard dans la mise en place de ces ZFE. Donc tous ces leviers d'action sont complémentaires. Et s'il y a eu une pression de l'Union européenne, c'est parce qu'à un moment donné, le sujet était très fortement porté au niveau européen sur l'impact de la qualité de la pollution de l'air en Europe avec, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais je ne sais plus combien de centaines de milliers de morts prématurées liées à la pollution de l'air En France, Europe. c'est 180 morts par jour. Morts Donc prématurées par jour. Rien qu'en France, c'est 181. Il y a de ça 5 ans, c'était 130 et quelques. Donc les chiffres s'envolent très vite. C'est colossal, ouais, c'est colossal. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement agir sur tous ces leviers-là, et dans tous les domaines, les choses sont complémentaires. En plus, on a très souvent affaire à des gouvernements. C'est le cas en France, mais c'est le cas dans tous les pays européens quasiment. Greenpeace, on est présent dans à peu près tous les pays européens. Chaque fois qu'on va demander à des gouvernements de mettre en place des mesures ambitieuses, très souvent, on nous rétorque que ce n'est pas possible si ce n'est pas fait au niveau européen, parce que sinon, ça va tuer la compétitivité des entreprises nationales. C'est pas compatible avec le règlement européen. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui quand on veut pousser plus loin sur la suppression de lignes aériennes. C'est ce qu'on a dit sur tout un tas de mesures fiscales. C'est ce qu'on dit sur tout un tas de sujets. Donc, il faut absolument travailler sur les sur les différentes échelles et sur les différents leviers. À une époque, je crois que c'était notre bureau en Angleterre qui avait, avant le Brexit, qui avait identifié que 70% de sa réglementation nationale qui concernait les questions environnementales était issue directement de mesures européennes, 70%. Donc c'est énorme. C'est un vrai sujet dont s'est emparée l'Union européenne rapidement. Donc aujourd'hui, beaucoup de nos thématiques et de nos sujets sont traités et doivent être travaillés aussi au niveau européen. Nous vous remercions. Pour revenir plus précisément au pacte vert de l'Europe, j'avais une question un petit peu plus précise, histoire de rendre ça un petit peu plus clair, puisque c'est quand même un grand chantier. Est-ce que vous pourriez essayer de nous dire les travaux qui, selon vous, sont d'une part les plus urgents, d'autre part les plus probables d'aboutir, et aussi ceux qui ont finalement le moins de chances d'aboutir? Et pourquoi? Compliqué. Jean-François, je te laisse commencer. Oui, je peux commencer. C'est pas forcément des choses qui sont liées au Green Deal ou à ce pacte-là, mais en tout cas, nous, dans les demandes qu'on a au niveau européen, il y en a plusieurs. Il y a déjà des choses liées
euh, à la manière avec laquelle sont investis les montants gérés par l'Union européenne. Et on a beaucoup travaillé récemment autour de ce qu'on appelle la taxonomie, c'est-à-dire une espèce de d'identification et de répertoire de ce qui est considéré comme des investissements soutenables. Et le problème, c'est que l'Europe a trouvé le moyen de classer dans les investissements soutenables des projets de centrales à gaz, par exemple, alors que les énergies fossiles sont responsables du dérèglement climatique, des projets qui ont un impact aussi sur la forêt, parce qu'on peut, d'après cette taxonomie, utiliser la biomasse, mais au sens de aller couper des arbres pour les brûler, pour alimenter là aussi une centrale thermique, donc des choses qui sont un peu aberrantes. Donc il y a besoin de reprendre tout ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'Europe dise clairement que elle ne peut plus contribuer au financement de projets qui ont un lien avec l'utilisation des énergies fossiles. Il faut que l'Europe soit la première région du monde à sortir totalement de notre dépendance aux énergies fossiles. Et puis un autre chantier absolument colossal, je crois qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, c'est la PAC, c'est la réforme de la politique agricole européenne commune. Elle doit entrer en vigueur, enfin une nouvelle PAC doit entrer en vigueur en 2023. Jusque-là, c'est ni fait ni à faire, et on en est tous. On fait partie d'une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC, qui regroupe une soixantaine d'associations françaises qui travaillent sur les questions environnementales, mais aussi les questions de santé, questions de consommateurs, les syndicats agricoles. Enfin, il y a beaucoup d'organismes qui sont dans cette coalition-là et qui demandent tout simplement de tout reprendre à zéro quasiment. C'est-à-dire que là, la réforme et la proposition telle qu'elle est portée ne va pas contribuer à transformer l'agriculture dans les pays européens pour les rendre là aussi plus protecteurs de l'environnement ou en tout cas moins nocifs pour l'environnement. Aujourd'hui, on a besoin d'entamer une vraie transition agricole qui consiste à transformer l'agriculture industrielle vers des formes d'agriculture écologique. Et ça ne veut pas dire que l'agriculture biologique, mais vers des formes d'agriculture écologique. Et on a du mal à convaincre un certain nombre d'États membres qu'il faut flécher les investissements qui sont colossaux dans le cadre de la PAC vers ces formes d'agriculture-là, plutôt que continuer à le faire vers les formes d'agriculture industrielle. En gros, nous on dit une chose toute simple dans la PAC, c'est que la PAC, elle devrait servir à soutenir les paysans, les agriculteurs et pas soutenir le nombre d'hectares qu'ont les exploitations. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est des subventions à l'hectare très souvent. Et ça a entraîné un appauvrissement des agriculteurs, ça a entraîné une disparition de certaines formes agricoles, une monoculture, une agriculture intensive, des choses qui pouvaient faire sens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale quand on avait besoin d'accélérer la production, la rentabilité et relancer la machine agricole en Europe, mais qui ne font plus sens aujourd'hui. J'enchaîne. Ouais, oui, la PAC, notamment parce que c'est 40% du budget européen, donc c'est un levier qui n'est pas des moindres. Là, aujourd'hui, à travers une étude, les écologistes ont découvert qu'en plus, cet argent a été distribué de façon non équitable et non aléatoire, bien au-delà de ce qui était envisagé jusque-là. Et que ça pouvait servir à de grandes entreprises qui n'avaient rien à voir avec l'agriculture, mais on le sait aussi en France, ça peut être le cas. Ce qu'il faut, c'est aussi un véritable budget, c'est-à-dire un plan d'investissement massif pour le climat. On ne peut pas se contenter d'avoir là encore, sur les derniers plans, on est sur 10% par-ci, 30% par-là, avec la volonté de l'investir, d'avoir des investissements verts, mais on s'aperçoit très vite que les investissements verts, s'ils ne sont pas bien cadrés, et ils ne sont pas bien cadrés, virent assez rapidement au brun sur les bords, notamment quand ça touche aux énergies fossiles, etc., où c'est censé être de plus en plus en dehors, mais on reste encore beaucoup trop sur les clous. Et puis après, pour financer ce grand budget, il faut aussi aller chercher l'argent là où il s'évade. Donc, taxe sur les transactions financières que les écologistes réclament depuis je ne sais plus combien de dizaines d'années, qui devrait générer, alors suivant les chiffrages, hein, mais nous on est entre 50 et 60 milliards d'euros par an, des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros qu'on pourrait investir justement dans l'investissement pour demain, c'est-à-dire dans la transition écologique de l'Europe.
Tout ça, c'est pas envisagé par le plan actuel. Ce sont des budgets qui sont encore très à la baisse. C'est la question démocratique laissée de côté. C'est tout ça dans ces différents New Deal. Et puis enfin, mettre définitivement un terme à tous ces traités de libre-échange qui bousillent et notre économie, et l'emploi, et la planète, et qui ne peuvent pas continuer. Mais tous ces aspects-là, démocratiques, économiques, environnementaux et agricoles, eh ben, ils sont traités au rabais, c'est vrai, jusqu'à présent. Alors on a de petites avancées, notamment en termes de budget, mais c'est pas à la hauteur historique de l'enjeu qui est le nôtre. Donc ce serait ça rapidement les points à brûle pour point. Alors moi j'ai une question sans transition sur la notion de puissance. L'Europe est la première puissance économique mondiale et pour cette raison, avec plus de moyens, est-ce qu'elle a une plus grande responsabilité que les autres dans la lutte contre le changement climatique? Et est-ce que faire de l'écologie le cheval de bataille de l'Union européenne, est-ce que ça ne lui permettrait pas d'affirmer sa place dans le monde, de retrouver une dynamique de puissance et de faire justement de l'Europe ce qu'on a appelé une puissance verte? Est-ce qu'en fait on peut imaginer une sorte d'union des forces entre les écologistes et avec ceux qui veulent que l'Europe joue le jeu de la puissance? Sandra Régol peut-être. Oui, l'Europe a un devoir parce que beaucoup de ces pays ont irrigué ou colonisé le reste du monde et donc elle a quand même une petite dette climatique par rapport à ce qu'elle a fait, une dette sociale, une dette économique, par rapport à tout ce qui a pu être fait, parce que si on vit bien en Europe aussi, c'est parce qu'on est allé chercher des richesses ailleurs. Donc elle a un devoir plus fort de dire que demain doit être un petit peu doit s'améliorer et elle en a le pouvoir. Et nous, ce qu'on avait proposé, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, hein, pendant la campagne européenne, et on a fait plus que le proposer, on l'a écrit, c'est un traité environnemental qui chapeauterait tous les traités européens, afin que plus aucune décision ne puisse être prise dans l'espace européen, dans l'espace politique, économique, social européen, sans que les impacts environnementaux ne soient pris en compte. Et ça, c'est ce qui permettrait de tout changer. C'est de dire, on met le climat comme valeur cardinale, le respect du climat, de la planète, de la nature, du vivant, comme valeur cardinale, et à partir de là, il ne peut plus y avoir de dumping environnemental, de dumping social, il ne peut plus y avoir les dérives que l'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est un outil très législatif, certes, mais très efficace pour arriver à avancer. Les traités sont le cadre d'action qui est le nôtre, donc c'est un moyen d'y arriver. Je ne sais pas si ça répond tout à fait à votre question. Bien sûr. Monsieur Julliard. Oui, mais je suis d'accord, bien sûr, sur le fait que l'Europe a une responsabilité particulière pour tout un tas de raisons, des raisons historiques, à commencer par le fait que l'Europe est, si on prend toute l'histoire de l'accumulation d'émissions de gaz à effet de serre, l'Europe fait partie des principaux émetteurs de gaz à effet de serre, donc des principaux contributeurs à cette crise climatique, avec les États-Unis, enfin avec tous les pays qui ont connu une révolution industrielle, un développement industriel fort de manière précoce. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on appelle la différenciation de la responsabilité dans les discussions et les négociations internationales. Donc rien qu'à ce titre-là, l'Europe devrait fournir des efforts supplémentaires. Ce qu'elle fait, encore une fois, je dis pas que l'Europe fait tout mal, hein. C'est vrai que si on compare à d'autres régions du monde, l'Europe a des politiques plus ambitieuses en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre que d'autres régions du monde. Mais elle devrait faire plus encore. Elle devrait, là aussi, c'est un rôle de leader qui nous manque. C'est un rôle d'entraînement des autres régions. Souvent, quand on est dans le cadre des COP et des négociations climatiques internationales, on nous interroge, nous, Asso Environnemental, sur alors c'est qui l'exemple à suivre? C'est qui le gouvernement aujourd'hui qui fait bien les choses et qui devrait donner le là pour le monde entier? On manque de leaders. Aujourd'hui, moi, je suis incapable de vous citer un gouvernement comme ça qui soit parfaitement exemplaire en la matière et qui soit capable d'entraîner le monde. J'aimerais que ce soit l'Europe qui joue ce rôle-là. L'Europe me paraît avoir de meilleures cartes en main, encore une fois, que d'autres États ou que d'autres régions qui sont plus fragiles, qui ne sont pas dans les mêmes prédispositions. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, on aimerait bien voir l'Europe retrouver ce rôle de leadership et entraîner le monde.
elle devrait renouveler son projet européen, comme vous le disiez, autour des questions écologiques. Oui, l'Europe pourrait être la première région à se passer des pesticides, l'Europe pourrait être la première région du monde à se passer des énergies fossiles, l'Europe pourrait être la première région du monde à avoir une agriculture largement biologique. Enfin, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels l'Europe devrait pousser bien plus fort que ça. Madame Rigol, un traité fondamental écologiste de l'Union européenne, ça vous paraît être plutôt un idéal sur les 20 prochaines années, ou est-ce que vous pensez que c'est faisable à court terme avec l'état actuel du Parlement européen et de la Commission européenne notamment? Vous mettez beaucoup de si pour que la réponse puisse être positive. C'est faisable, techniquement, oui, c'est toujours faisable. On est dans une situation, je ne veux pas jouer les Cassandres ou les Pythie ou je ne sais quoi qui hurlent à la fin du monde, mais on est dans une situation vraiment, vraiment, vraiment alarmante qui se traduit dans tous les pays européens. On a passé en revue tout ce tableau noir au début de notre échange. Et en fait, il y a une prise de conscience qui commence à monter, notamment dans la jeunesse. C'est pas pour rien si le vote des jeunes à l'échelle européenne sur les dernières européennes était massivement porté vers les partis écologistes. Or, les partis écologistes, ils sont très différents d'un pays à l'autre. Pourtant, c'est vers cette aspiration écologiste que s'est porté ce vote. Donc, il y a un espoir à voir changer les choses. Après, le traité environnemental, si c'est celui que nous avons commencé à écrire et soumis au pot commun des juristes, oui, il y a un espoir de voir avancer les choses. Parce que l'écologie, vu que c'est pas réductible à l'environnement, mais que c'est vraiment de la maison commune, ça permet d'avoir un projet de justice sociale et environnementale pour toute l'Europe. Donc oui, si on arrive à gagner une majorité dessus, et les écologistes ont déjà gagné même en étant moins nombreux au Parlement, les majorités sur des sujets cruciaux, parce que justement, ça devenait dangereux. Donc oui, peut-être, dans un monde idéal, arrivera-t-on à faire passer ce traité environnemental qui sursoirait à tous les autres traités. En tout cas, je l'appelle de mes voeux parce que l'Europe peut et doit faire beaucoup mieux. La France peut et doit faire beaucoup mieux. C'est de notre avenir collectif qu'il dépend et c'est un choix historique que nous avons à faire. Continuer à avancer dans le mur ou proposer plus de bien vivre, plus d'emplois et un nouveau développement économique. Dit comme ça, évidemment, on a plutôt envie d'aller vers le second. Malheureusement, beaucoup d'intérêts sont en jeu dans le premier qui ne permettent pas encore de passer sur le second choix. Alors, tant qu'on est encore un peu sur la notion de puissance, bon, je sais que vous n'êtes pas fan de chasse, mais je vais vous donner le fusil et les cartouches. L'Europe puissance verte, c'était un slogan de campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez, 4 ans après, de ce slogan et de sa mise en œuvre. Peut-être Monsieur Julliard en premier. C'était sûrement un beau slogan, comme souvent le sont les slogans politiques. Le problème, c'est que si on regarde l'envers du décor, on n'y est pas, ni en France, ni en Europe. Donc, et c'est un peu ce qu'on dénonce avec Emmanuel Macron et son gouvernement, c'est qu'il y a un double discours assez sidérant depuis le début de son élection. On l'a vu se positionner très fortement au niveau européen, au niveau international dès le début. Enfin, on se souvient tous de sa montée au créneau contre Donald Trump qui à l'époque annonçait la sortie des États-Unis de l'accord de Paris et tout ça. C'est Emmanuel Macron et son Make Our Planet Great Again. Donc on se souvient tous de ces très beaux slogans. Il a fait, je le dis souvent, il a fait des discours qui pouvaient être très convaincants. Emmanuel Macron a eu des discours que j'aurais pu signer sans problème parce que dans les mots, dans les termes, dans l'ambition annoncée, tout ça, il y avait des choses qui faisaient sens. Mais c'est pas la première fois qu'on a un chef d'État qui s'engage comme ça et qui ensuite déçoit. Non, aujourd'hui, il faut regarder un peu froidement ce qui est fait. Hein. C'est pas de l'anti-macronisme primaire. Quand on regarde froidement ce qui est fait, et je parlais tout à l'heure de l'examen du projet de loi climat et résilience, les indicateurs pour la France ne sont pas bons, et c'est pas nous, Greenpeace, qui le disons, enfin on le dit aussi, mais c'est pas seulement nous, le Haut Conseil pour le climat le dit, tout un tas de L'étude de scientifiques le carbone dit. 4 aussi. Exactement, donc c'est vrai qu'aujourd'hui les actes concrets manquent et ne sont pas en tout cas à la hauteur des promesses faites et des slogans.
Et pour rebondir juste là-dessus, si je citais l'étude de Carbone 4, c'est parce qu'elle démontre pourquoi la France n'est pas en mesure de respecter ce qu'elle a signé avec l'accord de Paris et ses objectifs de réduction des émissions. Elle le démontre scientifiquement, etc. Et ça répond un peu à la question de slogan, qu'est-ce qu'on en pense? Parce qu'en fait, ce slogan, il s'est traduit dans les actes par l'opposé de ce qu'il voulait incarner. Et c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont des scientifiques et des ingénieurs qui ont travaillé sur cette question pour voir ce qu'il y avait derrière. Euh, Après, moi, j'ai un petit souci avec le terme même de puissance. Alors, si ça vous intéresse, je ne veux pas faire de pub, mais il y a un numéro spécial de la revue Regard qui est consacré uniquement à cette question de la puissance. Donc, vous pouvez aller jeter un œil. Euh, mais elle est très ancien monde. Cette puissance, elle incarne quelque chose de très Cinquième République, très militaire, très masculin, évidemment. Et en fait, on peut créer plein d'autres façons de penser. L'Europe peut être une force motrice, ça peut être la dynamique de demain, peut être tout ça. Le fait de la penser uniquement en termes de puissance, ça dit déjà ce qu'on veut, c'est de la performativité sur des critères qui sont dépassés et non pas essayer de développer les critères qui nous permettront d'être beaucoup plus forts demain. Et rien que ça disait déjà tout dans ce slogan, il était très beau, mais il disait en sous-texte la vérité, je ne veux pas faire de l'Europe véritablement un moteur de la transition écologique, je veux en faire une puissance, c'est-à-dire quelque chose d'apparat, de fort sur le plan financier, pas économique, par exemple. Et c'est tout ça que moi j'entends dans ce slogan de la puissance verte. Donc s'il était question de l'apparat, de l'affichage, je pense que le pari est en partie réussi. Quand on voit la réalité des actes, on prend le cas de la réintroduction, enfin de la durée plus longue de l'utilisation des néonicotinoïdes, on voit la réalité des actes, elle est à rebours. Donc moi, je préfère des expressions beaucoup moins grandiloquentes, mais qui sont traduites dans des actes. Vous voyez, je vais encore prêcher pour ma paroisse, hein, mais sur un sujet de la semaine, la métropole de Lyon vient de voter le RSA pour les jeunes qui en ont besoin, pendant que le gouvernement refuse d'aider les jeunes qui sont en souffrance, notamment financière, pendant la pandémie. En fait, c'est ça la volonté politique. Quel que soit le niveau, si on veut faire quelque chose, on fait quelque chose. On n'a pas besoin de faire des slogans brandés par des spécialistes du marketing et de la communication. On a besoin d'avoir des valeurs et de la volonté, et c'est un peu ce qui manquait dans ce slogan sur la puissance verte. Alors, Monsieur Julliard, quand je vous ai posé la question tout à l'heure des plus grands chantiers, les plus urgents pour l'Union européenne, vous m'avez répondu, entre autres, la question de la priorité et de la cohérence énergétique. Alors, on sait que, donc, d'après Eurostat, 42% de l'énergie européenne est issue de ressources fossiles à l'heure d'aujourd'hui. Donc, l'union de l'énergie, qui compléterait finalement une sorte d'union douanière, comme une union monétaire, comme on en connaît déjà, qui avait été soutenue par Jacques Delors en 2010 et par Jerzy Buzek, donc l'ancien président du Parlement européen. Est-ce qu'elle est souhaitable? Est-ce qu'elle est faisable? Et cette idée, elle a quand même une dizaine d'années. Elle n'est pas récente. Donc, ça, voilà. Mais qu'en est-il du coup aujourd'hui, à l'heure du Nord Stream 2 et des débats sur l'indépendance énergétique, selon vous? Monsieur Julliard, peut-être? Oui, alors une union de l'énergie ou des accords, en tout cas au niveau européen sur l'énergie, oui, c'est souhaitable. Est-ce que c'est faisable? Malheureusement, non, j'y crois pas pour le coup, sans être trop pessimiste. Faut être un peu réaliste aussi sur ce sujet-là. C'est extrêmement compliqué. Il y a tellement d'intérêts économiques, industriels en jeu au niveau national qu'une politique européenne commune autour des questions énergétiques, ça nous paraît inatteignable, en tout cas à court terme. C'est-à-dire que les États membres ont eu complètement la main sur leur politique énergétique, ont fait le choix, leur propre choix au niveau national de leur mix énergétique et du mix électrique, et ce qui amène aujourd'hui à des situations très différentes, très très différentes d'un pays à l'autre, avec des pays qui utilisent beaucoup encore les énergies fossiles pour produire leur électricité, d'autres qui ont misé, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle sur les renouvelables, et puis la France qui reste l'îlot nucléaire au centre d'une Europe qui globalement a quand même plutôt tendance à vouloir se débarrasser du nucléaire que renforcer ou construire de nouveaux réacteurs en permanence. Donc il y a des situations extrêmement différentes. Mettre tout le monde d'accord,
encore une fois, oui, dans l'intention, c'est souhaitable, mais il y a tellement d'obstacles sur le chemin, il y a tellement de difficultés. C'est souvent l'un des sujets qui oppose le plus les États membres, hein, les questions énergétiques. On le voit, je parlais tout à l'heure de la taxonomie, là, cette nomenclature autour des investissements soutenables. Il y a des espèces de marchandages entre certains pays, la France pro-nucléaire, la Pologne pro-charbon, qui trouvent des terrains d'entente pour faire en sorte que les mécanismes ne soient pas trop bloquants pour leurs intérêts nationaux. C'est extrêmement difficile. C'est sûrement l'un des sujets européens qui oppose le plus. Donc, mettre tout le monde d'accord sur les questions énergétiques, ça va être extrêmement compliqué, mais ça vaut la peine d'essayer malgré tout. Alors, c'est intéressant votre question parce que l'origine de l'Europe, c'est quand même une union, enfin une mise en commun du fer et de l'acier pour justement avoir des moyens de production qui vont avec. Je vous vois rire, c'est votre professeur qui vient de faire une remarque. Exactement, c'est exactement ça. Il vous corrigeait, c'est charbon et l'acier, mais... Le charbon et l'acier, pardon, mais oui, vous avez raison. On vous en veut pas, vraiment pas du tout. Surtout que ce que j'ai dit après sur l'énergie contredisait ce que je venais de dire sur les matières. Mais bon, peu importe. Donc ça, c'est l'origine. Donc en fait, il y a une pensée logique de ce que l'Europe est en capacité de faire, puisque la fondation de cette Europe, c'était justement la mise en commun de ces moyens de production de l'énergie. Donc, il pourrait y avoir. Après, moi, comme je suis écologiste, je ne pense pas les moyens de production de l'énergie centralisés. Donc, évidemment que je les pense immédiatement, localement, selon la géographie, selon tout ça, parce que je pense à des énergies renouvelables. Et là-dessus, l'Europe aurait tout à fait les moyens de sortir des fossiles et de passer dans un cercle beaucoup plus vertueux. Bien sûr, pas d'un coup de baguette magique. On ne sort pas du nucléaire en France, par exemple, en quelques mois. Ça demande le temps de la transition, ça demande surtout le temps d'accompagner les emplois. Mais nos voisins espagnols, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines, sont sortis du charbon. C'est bien ça, Jean-François? Je ne sais plus. C'est du charbon, hein. Sans aucun bruit, parce que tout le plan d'accompagnement de l'emploi a été pensé en avant. Et des plans d'accompagnement de l'emploi, on sait faire. C'est-à-dire qu'on forme les personnes pour aller dans d'autres secteurs d'activité avec des emplois à la clé. Donc en fait, quand il y a une volonté politique, on peut sortir du charbon rapidement et sans que personne n'en parle. C'est d'ailleurs tragique qu'on ne parle pas de cette transition si réussie. Là, elle n'est pas parfaite, hein, mais quand même, elle est très réussie par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs. C'est la même chose pour le nucléaire. On peut développer ce plan de transition des emplois, ce plan de transition aussi des compétences scientifiques, parce que tant qu'on continuera en France à financer d'abord les recherches sur le nucléaire, eh bien, on n'aura pas les moyens de devenir les leaders dans les renouvelables. Je sais très bien qu'aujourd'hui, les marchés du solaire, par exemple, sont très pris par les marchés asiatiques, mais c'est parce qu'il y a eu des moyens dévoués à ça pour que justement ces pays développent une industrie liée. On est capable de faire des panneaux solaires qui ne soient pas une hérésie environnementale dans leur fabrication, mais pour ça, il faut s'appuyer sur la recherche. Les éoliennes, il y a quelques années, n'étaient pas dans des matériaux très, très, très écolo-compatibles. Aujourd'hui, 92%, je crois, d'une éolienne est en matériaux recyclables, avec un impact minimum sur l'environnement et avec une infime partie de terres rares, contrairement à beaucoup d'autres moyens de production. Donc en fait, quand on investit dans la recherche, on a les capacités de faire, et cet investissement-là dans la recherche, fondamentale notamment, l'Europe devrait être en capacité de le faire pour développer non pas une énergie commune, mais les moyens de développer cette indépendance énergétique à l'échelle de chaque territoire grâce à ce qu'on aura réussi à mettre dans le pot commun de la recherche. Juste une petite question par curiosité. Justement, en Espagne, quand on quitte le charbon, c'est pour s'investir dans quel domaine ? C'était pour les renouvelables, je crois. Ouais. Ouais, les renouvelables, solaire, éolien, c'est-à-dire, alors ils sont pas sortis du charbon aujourd'hui, mais ils ont engagé effectivement une vraie transition énergétique. Et aujourd'hui, c'est l'un des pays qui investit le plus dans les énergies renouvelables et qui mise là-dessus. Ils ont encore un peu de nucléaire, mais c'est un pays qui effectivement amorce une vraie transition énergétique. Mais comme d'autres, hein, il y a beaucoup d'autres pays qui ont amorcé ces transitions-là et qui ont des politiques assez ambitieuses en la matière. Alors, pour traiter de la communauté internationale, donc européenne et aussi plus large,
Donc on sait que le défi climatique, il ne date pas d'hier, le rapport Brundtland non plus, mais les réponses ont toujours été assez fébriles, timides, considérées par vos institutions comme étant insuffisantes et par d'autres institutions également. Donc on aimerait vous demander simplement aujourd'hui, donc parce que vous y êtes quotidiennement confrontés, qu'est-ce qui bloque concrètement ? Parce que la politique, oui, mais quoi exactement ? Comment ? Et est-ce que vous comprenez certaines réticences des pouvoirs politiques ? Ah. Pardon, Madame Rigol, allez-y. Non, moi je comprends pas la réticence des pouvoirs politiques, parce que les arguments qui sont avancés pour empêcher la transition, c'est le ralentissement de l'économie, l'empêchement de développer l'emploi. Or, l'économie, elle n'est pas dans une espèce d'expansion folle actuellement, et surtout l'emploi, il sera réfi. Donc, qu'on nous oppose ça pour la transition, c'est juste un mensonge. Donc, non, j'ai du mal à comprendre comment, quand on propose des solutions qui permettent d'aller mieux et en plus de créer ce qu'on nous reprocherait d'altérer, je ne peux pas être en capacité de comprendre. Après, ce qui manque, je ne sais pas, parce qu'en fait, étude après étude, les Françaises et les Français disent leur attachement à non seulement la protection de l'environnement, mais une pensée écolo, ça ne veut pas dire qu'ils veulent voter pour Europe Écologie Les Verts, hein, entendez bien, c'est vraiment sur les valeurs de l'écologie. Et même pire, il y a eu, il y a quelques mois, une étude commandée par le Salon des maires de France, qui est la grande réunion des maires de France, donc je ne sais plus tous les combien ils la commandent, mais c'est régulier, où ils demandaient à leurs administrés ce qui était leur principale préoccupation. L'environnement était largement en tête. Mais après, on rentrait plus dans le détail. Les questions de l'Institut qui menait ce sondage portaient d'une part sur la vision des élus, d'autre part sur la vision de leurs administrés. Les élus se disaient tous écolos. Ils disaient tous qu'ils mettaient en place des politiques écolos et que donc, vraiment, ils avaient un super bilan là-dessus. Leurs administrés, que ce soit des grandes ou des petites villes ou des moyennes villes, disaient non, nos maires ont développé des pistes cyclables, c'est vrai. Ils ont installé un peu plus de verdure, c'est vrai, mais c'est pas ça, en fait, l'écologie. C'est pas ça, la transition. La transition, c'est changer le système. Et ça, on l'a pas. Et en fait, quand la société commence à être à ce stade-là, à avoir à ce stade-là une prise de conscience de ce que ça signifie et des enjeux qu'il y a derrière, c'est qu'on a les moyens de faire des choses. Alors, c'est pas la totalité de la population, mais ce sondage, je vous invite à aller le consulter. Il est consultable en ligne. Je crois que c'est l'Institut, c'est pas Harris, c'est l'autre, mais qui est jaune et bleu. Et c'est vraiment intéressant de voir à quel point la prise de conscience a progressé. Monsieur Julliard, vous souhaitez réagir ? Oui, mais très rapidement, juste pour donner un exemple, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est effectivement le décalage entre les attentes des populations et finalement la volonté qui est prête à mettre un certain nombre de gouvernements. On avait fait un sondage autour de la PAC pour illustrer ça avec un autre exemple, et je crois, je suis en train de le retrouver en même temps que je vous parlais, voilà, c'était 82% des Françaises et des Français interrogés, donc c'est un sondage qui date de l'automne 2020. 82% des personnes interrogées souhaitent que la future PAC alloue une part importante de son budget à des enjeux environnementaux et climatiques. La même proportion veulent une agriculture qui ne contribue pas à la déforestation. Il y a même une majorité, alors plus courte majorité, mais 57% qui voulaient une PAC qui encourage la réduction de la production européenne de viande et de produits laitiers. Donc les attentes sociétales, elles sont là. Et pourquoi est-ce que le ministre de l'Agriculture français, quand il va discuter de la future PAC, ne porte pas ces messages-là? Ben, c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi, j'ai ma petite idée. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui lui soufflent à l'oreille qu'il faut faire autrement, et notamment la FNSEA. Mais c'est là qu'il y a un problème. C'est qu'aujourd'hui, on a des dirigeants politiques, parfois, qui ne veulent pas entendre les attentes sociétales et qui vont privilégier, arbitrer en fonction d'intérêts privés ou d'intérêts économiques à très court terme. On manque aussi un peu de vision, on manque un peu de réflexion sur le temps long. Pour vous répondre, Monsieur Julliard, j'ai une autre question justement concernant ce type de sondage. Les personnes répondent à ce genre de sondage parce c'est le genre d'idées qu'elles ont. Soit, est-ce que ensuite c'est contrebalancé avec les sacrifices qu'il faut faire pour arriver à ces mesures-là ? Laissez-moi reformuler. Est-ce que, selon vous,
la population qui vote en faveur justement de l'environnement et de plus de restrictions, justement, est en faveur de ces restrictions et pas uniquement de ces résultats. Mais soutenir des mesures en faveur de l'environnement, c'est pas forcément soutenir des mesures qui amènent à des restrictions. Il faut arrêter de voir les choses comme ça. C'est une vision extrêmement étriquée de ce qu'est l'écologie aujourd'hui. Je suis désolé. L'écologie, c'est pas que du punitif, c'est pas que des restrictions, c'est pas que de la souffrance, c'est pas que un monde triste et terne. Faut arrêter de voir les choses comme ça. Quand il y a aujourd'hui une majorité de Français qui veulent une agriculture qui fasse du bien à l'environnement, ça veut dire qu'ils veulent simplement avoir des produits plus sains dans leur assiette. Ça veut dire qu'ils veulent consommer des aliments de saison, locaux, bio quand ils peuvent se permettre de les acheter et tout ça. C'est pas des sacrifices à mettre en œuvre. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes soutiennent ces mesures-là aussi parce qu'elles y voient du positif et autre chose que des restrictions ou des mesures négatives. Heureusement. Et pour vous répondre sur les restrictions, avec un autre point de vue, le mien, déjà, quand vous prenez l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, vous voyez que la prise en compte des restrictions, elle fait totalement partie de ce que vous avez qualifié de restrictions, hein, que je comprends comme changement important, apporté, etc. Eh bien, cette prise en compte de tout ce que ce changement implique ne change pas leur demande et leur action. Au contraire. En revanche, ce qui fait voir tous ces changements nécessaires comme des restrictions, c'est la façon délibérée de tordre la réalité, de tordre les informations, voire de faire de la désinformation. Et ça, effectivement, c'est ce qui est passionnant dans la démocratie quand elle est réelle et appliquée, c'est que la Convention citoyenne pour le climat, malgré son origine, malgré la façon dont elle avait été pensée, pour démontrer justement que les Françaises et les Français de base, comme aiment bien les appeler les médias, ne voulaient pas de ces transformations importantes, eh bien, l'expérience démocratique a montré qu'en fait, quand on est informé, eh bien, on prend des décisions qui sont à la hauteur du devoir que cette information vous confère. Donc ça, premier point. Deuxième point, les restrictions, en fait, elles sont beaucoup plus importantes si on ne fait rien. Parce que là, ça va être des restrictions subies. Ça va être un peu comme le confinement, mais tout le temps, si on ne fait rien. Parce que c'est ça que les conditions climatiques vont développer. C'est ça que les conditions climatiques vont imposer à nos systèmes économiques et à nos emplois. Et ne pas voir que ça arrive, c'est incroyable. Enfin, même Tillmans, au niveau européen, alerte sur ça, qu'il faut prendre conscience de ce qu'on doit envisager si on ne fait rien. Et vraiment, le coût de l'inaction, il est incommensurable. On n'est pas en capacité. Les assurances ne sont pas en capacité de l'assurer. Nos finances publiques ne sont pas en capacité de l'assumer. On est en train de le voir en ce moment. Et nous, en tant qu'êtres vivants, ne sommes pas en capacité de le supporter. Donc, à un moment donné, il faut penser la restriction réelle, la restriction. Alors, nous avons eu un léger souci technique. Nous ne vous entendons pas. Alors, Monsieur Julliard, je vais vous poser une question concernant la jeunesse. Donc en fait, je me demande comment est-ce qu'on arrive finalement à faire entendre les cris de cette génération qui est finalement la plus concernée par les décisions qui se prennent au niveau européen ou même individuel maintenant et dans un futur proche. Est-ce que finalement, les manifestations et soutenir Greenpeace, ça suffit ? Non, ça suffit pas. Si ça suffisait, tout serait réglé déjà. Ça suffit pas, mais c'est nécessaire. Comme vous disiez, la jeunesse doit se faire entendre plus. Elle le fait, comme elle ne l'a jamais fait sur les questions climatiques et environnementales depuis 2 ou 3 ans, à travers ces grèves pour le climat, ces manifestations, ces marches, des actions de désobéissance qui ont été menées notamment dans beaucoup de pays européens. On n'avait jamais vu la jeunesse se mobiliser comme ça pour les questions climatiques. Et très honnêtement, ça a été entendu. Moi, j'ai rencontré énormément de gens, de décideurs, comme on les appelle, politiques ou économiques, qui ont été bousculés par ça, parce qu'ils ont vu leurs propres enfants, leurs neveux, leurs nièces, des gens de leur famille s'engager pour ces sujets-là. Et je suis sûr que parfois, un dîner de famille fait plus bouger la mentalité d'une personne que X communiqué de presse ou information lue ou parcourue dans les médias. Donc il y a un rôle essentiel à poursuivre comme ça par la jeunesse. Il faut continuer
continuer. C'est un combat de longue haleine. Ça ne va pas se gagner du jour au lendemain, mais il faut poursuivre jusqu'à ce que effectivement cette jeunesse soit plus entendue et surtout que ces appels soient pris en compte et intégrés dans des politiques. Alors justement, Madame Rigol, donc je parlais de la jeunesse, je demandais est-ce que les manifestations et le soutien à Greenpeace, ça suffit? Et donc la question était finalement comment est-ce qu'on peut faire entendre les cris de cette génération qui est la plus concernée, la jeune génération? Donc en tant que justement politicienne, comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer les choses quand on est jeune en France ou en Europe? Il y a plein de biais, hein. Enfin, il y a plein de moyens en fait. Il y a l'action de terrain, il y a changer ses modes de vie, ses modes de consommation. Donc, il y a l'action personnelle, en tout cas individuelle, où ça peut être un groupe d'individus qui agit dans le même sens. Et puis, ça peut être aussi l'action collective citoyenne, se saisir des outils qui existent. Il y a des pays où on peut déposer des référendums enfin, avec moins de leviers enfin en tout cas de barrages. Je suis désolée, après cette petite censure, je retrouve plus mes mots, moi. C'est pas grave, on vous écoute. De bâton dans les roues que ce qu'il y a en France pour arriver à déposer un référendum d'initiative populaire. Et puis il y a aussi l'engagement dans des associations, dans des réseaux, dans des partis, évidemment. Il y a le fait de voter, il y a le fait, je sais pas, d'occuper des lieux dans lesquels on veut construire des projets qui atteintent à l'environnement. Il y a des milliards de façons d'agir. Puis il y a des choses toutes bêtes aussi qui sont juste de rester chez soi et de signer une pétition derrière son ordinateur. 2,3 millions, je crois, de signatures pour l'affaire du siècle. C'est quand même la signature la plus signée de l'histoire de la France, en fait. C'est pas rien. Il y a des initiatives de ce type-là à l'échelle européenne. Il me semble que Urgenda, c'est aux Pays-Bas, c'est ça? C'est une initiative citoyenne qui vient des jeunes et qui permet justement de mettre le pays à l'amende et de l'obliger à respecter ses engagements. Aux États-Unis, c'est aussi la jeunesse qui s'est mobilisée pour faire des recours sur le climat. Là, je les ai moins en tête. Ou c'est tout simplement Greta Thunberg ou toutes celles qui, dans leur pays, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Ouganda, que ce soit peu importe, des alerteuses sur le climat, il y en a énormément et elles font florès à chaque fois avec leur mouvement. Donc des moyens de se mobiliser, en fait, ils existent et on en a déjà un petit peu partout. Le problème, c'est ce dont on parlait avant que je n'arrive plus à m'exprimer, c'est la surdité de nos gouvernants, qu'ils soient politiques ou économiques d'ailleurs, à l'appel non seulement de cette jeunesse, mais aussi du reste de la population. Il y a des mouvements qui sont très très aidants aussi pour la jeunesse, qui sont le mouvement des anciens pour le climat justement, et qui disent notre génération n'a pas fait assez, nous voulons pousser tout ceci plus loin, et donc nous proposons d'aider ces jeunes qui se mobilisent, cette société qui se mobilise pour aller plus loin. Donc un pied dans les associations, un pied dans les institutions, un pied dans son quotidien, c'est à tous ces niveaux que la jeunesse, et puis pas que la jeunesse, peut agir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous toute notre petite action à faire, mais que ce n'est que quand elle est collective et qu'elle atteint le niveau législatif, donc politique, qu'elle commence à pouvoir porter ses fruits pour toute la population. Alors, j'ai une question pour vous, Madame Rigol. Justement, avant la coupure, vous parliez du coût de l'inaction. Et face à ce coût de l'inaction, moi je me pose la question, à un an des élections présidentielles, est-ce que vous imaginez une alliance avec certains partis, notamment de gauche? Est-ce qu'on peut imaginer, en quelque sorte, malgré les divergences, encore une fois face au coût de l'inaction, une sorte de programme commun écologique? Il faut l'espérer. Alors pour le coup, il me semble que Greenpeace fait partie des collectifs qui essayent de pousser à des candidatures où je dis une bêtise, mais en tout cas de nombreux collectifs, associations, etc. œuvrent à ce que ce soit possible. Après, ça demande aussi dans un univers politique. Vous m'entendez toujours ?
On vous entend. Dans un univers politique qui est celui d'une gauche qui a une longue histoire de division et d'antagonisme, d'arriver, nous les écologistes, arriver à apporter un peu d'union au milieu de toutes ces personnes et toute cette histoire qui n'est pas la nôtre, même si on en partage les valeurs. Pas de l'histoire, hein, mais de ce qui fait la gauche, de ce qui a fait la gauche en tout cas, parce que je suis pas sûre de partager les valeurs qui ont présidé à la présidence de François Hollande. Et donc, oui, c'est souhaitable, c'est envisageable. En tout cas, on essaye. Jusqu'ici, c'est pas vraiment couronné de succès pour être totalement franche. De notre côté, les écologistes, on essaye de rassembler qui veut bien se rassembler. Donc, on propose une première étape qui est la primaire des écologistes, avec divers partis, des partis écologistes qui sont vus comme environnementalistes du type Génération Écologie ou Cap 21, et puis d'autres qui sont vus comme des partis de gauche et écologistes comme Génération.s, et d'autres. On est 6 en tout dans cette aventure, et on accueille avec beaucoup de plaisir les personnes et les partis qui ont envie de participer à un élargissement de tout ça pour arriver justement à faire en sorte que l'écologie, en tant que valeur et en tant que valeur cardinale, puisse se gagner en 2022. Monsieur Julliard, si je peux me permettre de vous poser une question un peu plus personnelle et professionnelle. Après votre engagement auprès d'associations et de Greenpeace, est-ce que vous pourriez envisager, vous, une carrière politique ? Non. D'autres l'ont fait avant moi. Non, c'est pas l'idée, c'est pas l'objectif, c'est pas un souhait. En tout cas, là aujourd'hui, c'est pas mon souhait. Je crois beaucoup en la politique. Hein, je fais pas du tout partie de ceux qui disent tous pourris à l'égard des politiques. Pas du tout. On a besoin, et preuve en est. Hein, aujourd'hui, on est limité dans notre capacité de faire bouger les sociétés parce qu'il nous manque justement un véritable engagement politique. Donc je crois beaucoup dans la politique, mais non, chacun est dans son rôle, et moi je suis très bien dans une ONG. Je trouve que c'est très complémentaire. Comme disait Sandra tout à l'heure, il y a besoin de responsables politiques, il y a besoin d'acteurs qui fassent bouger le débat, et moi je me sens plus à mon aise et plus dans mon rôle de faire bouger ce débat-là là où je suis. Voilà. Moi, alors vu qu'on est sur une comment dire une thématique un peu plus personnelle, j'ai une question. Et tout à l'heure, Sandra Régol, vous disiez au tout début de cette intervention, empêcher l'inéluctable. C'était assez étonnant comme phrase. Et moi, je me demande, dans votre combat écologique, vous, Madame Régol, et vous aussi, Monsieur Julliard, qu'est-ce que c'est ? C'est l'alliance du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté ? Ça pourrait être ça. Non, mais en fait, l'écologie, c'est une pensée qui est hyper pragmatique. Donc, la façon dont ça se déroule, c'est si ça marche, c'est bien, puis on va essayer de l'améliorer. Et si ça marche pas, en fait, faut changer et puis faire autre chose. Donc, c'est la même chose à tous les niveaux. C'est pour le dire très grossièrement, hein. Mais de fait, il y a, oui, il y a une volonté d'avancer. Je sais pas quoi dire de plus. Mais attendez, juste dernier point, l'inéluctable, c'est pas c'est pas la planète qui est dans une situation où de toute façon, de façon inéluctable, elle va aller plus mal. C'est notre système de développement, notre système économique, notre système de production qui développe un inéluctable, mais qui est lié à ce système. Donc là, on est devant un choix qui est très simple. C'est est-ce qu'on veut la fin du monde, donc continuer comme avant, ou est-ce qu'on veut la fin d'un monde et en avoir un meilleur? C'est à peu près comme ça que ça se pose. Ouais, j'ai fini pour de vrai cette fois. Merci. Alors pour le mot de la fin, Monsieur Julliard, vous partagez ce que dit Madame Régol? Oui, moi je dirais que ce qui est important, c'est de continuer à prôner une sorte d'optimisme, pas forcément de la volonté, mais un optimisme par l'action. C'est-à-dire que nous, on essaie et c'est un peu tout le sens du combat qu'on mène chez Greenpeace, on essaie d'être très lucide sur le constat qu'on porte
sur l'état dans lequel est notre planète. C'est-à-dire qu'il faut regarder ça froidement, affronter cette réalité-là parce qu'elle est dure, parce elle est grave. Et il ne faut pas minimiser ça du tout. Il faut être très lucide sur le constat qu'on porte vis-à-vis de l'état de nos écosystèmes et de tout ce qui permet la vie sur Terre, encore une fois. Mais rester dans l'action, parce que le pire consiste à ne rien faire et à rester complètement immobilisé par l'ampleur de justement ce constat-là. Et je pense qu'en agissant, non seulement on se rend compte que ces actions ne sont pas inutiles, contrairement à ce que certains peuvent dire, elles font bouger les choses, et surtout ça redonne de l'espoir, ça redonne de l'optimisme, parce que les solutions, en fait, elles sont là, elles existent, elles sont connues, pas forcément dans tous les domaines, mais en tout cas, ça avance très rapidement. Donc aujourd'hui, il y a de vraies raisons d'espérer un mieux et d'espérer qu'on va réussir à faire bouger ce monde-là. Eh bien, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Julliard. Madame, j'ai oublié votre nom. Régol, Madame Sandra Régol. Je pensais à la fin et j'ai oublié votre nom, mais bien sûr, Madame Régol d'Europe Écologie. Vous l'avez répété toute l'émission. Mais voilà. Donc, je n'ai pas d'excuses. Mais merci beaucoup, Madame Régol d'Europe Écologie Les Verts, Monsieur Julliard de Greenpeace. C'est la fin de ce festival de géopolitique organisé par le Centre d'excellence Jean Monnet, par l'association Mira et par l'association Sciences Po Forum. On espère vous retrouver très vite, en présentiel peut-être, l'année prochaine, pour une nouvelle édition du festival. Merci beaucoup et à la prochaine.